Ils furent nombreux les passeurs de rêves, hommes de cœur et d'esprit, qui depuis la fin du XIXe siècle, d'André Derain à André Breton, de Claude Lévi-Strauss à André Malraux, en passant par Picasso, ont appelé de leurs vœux une vraie reconnaissance dans les institutions muséales de la France, des civilisations oubliées, d'Afrique, d'Asie, d'Arctique, d'Océanie et des Amériques. C'est ce manque de représentation des civilisations extra-européennes qui a poussé Jacques Chirac à fonder le musée du Quai Branly. Jean Nouvel se charge de la réalisation du musée qui ouvre ses portes en 2000. Cet espace d'un nouveau genre, à la fois musée, centre culturel, lieu de recherche et d'enseignement, crée une rupture avec les musées ethnographiques traditionnels. Direction le musée du Quai Branly pour voir en quoi l'architecture et la scénographie offrent aux visiteurs un nouvel apprentissage qui ouvre leur regard sur l'autre. Dès le début de la visite, l'artiste contemporain Charles Sardisson nous invite à une immersion dans un fleuve de mots projetés au sol. 16 597 noms de tous les peuples et lieux géographiques présents accompagnent le visiteur jusqu'à la collection permanente. Le visiteur s'acclimate à l'environnement. Il s'approprie les codes du concepteur et peut suivre sa logique. Les individus opèrent une analyse des signes en interrogeant les formes qui les entourent afin de comprendre une pensée traduite dans un espace. Il y a là une dimension symbolique qui est celle de montrer que cette architecture est avant tout un hommage à des civilisations qui, pour l'essentiel, se sont développées le long des fleuves, dans les forêts, dans les montagnes. Donc une volonté de mettre en relation l'architecture du bâtiment, le contenant, avec le contenu. Ces objets et œuvres hors dimension sont présentés de telle sorte que le visiteur intègre des informations, un savoir sur les civilisations extra-européennes. Il devient perceptible par le visiteur au fur et à mesure qu'il progresse entre les continents. Il dépasse la simple reconstitution et s'inscrit dans une théâtralisation de l'exposition. L'objet existe pour lui-même et participe à l'immersion du visiteur. De la lumière au son en passant par la scénographie, le choc est parfois bouleversant. Les dispositifs technologiques permettent une expérience sociale et culturelle. Jean Davalon parle du musée du Quai Branly comme d'un musée média, puisqu'il opère un repositionnement sociologique. C'est un dispositif culturel, un lieu d'interaction qui produit un discours proprement social. Si la notion culturelle est abstraite, son exposition est permise grâce à l'interactif. L'apprentissage continue. Jamais le changement ne fut plus soudain, plus entier. D'une galerie emplie de silence, on passe dans le mouvement le plus ardent, le plus tumultueux. Les images me sautent aux yeux, à l'instant même où je pénètre dans la boîte. Je me trouve face à une jungle, épaisse, angoissante. Je perds mes repères et me laisse entraîner dans l'effervescence.
Tout d'abord, y a-t-il une raison particulière qui justifie que le musée soit si sombre ? Au niveau des salles d'exposition, en fait, la lumière est choisie en fonction des objets, des matériaux des objets. Et la raison est que trop de lumière peut provoquer des altérations sur certains matériaux, notamment le papier, le textile, les plumes, enfin beaucoup de matériaux qu'on retrouve dans les objets ethnographiques. D'accord. Selon vous, quel est le but, ou pouvez-vous nous donner une explication de cette rivière qui serpente au milieu de l'exposition permanente ? Cette rivière qui serpente, c'est un peu l'évocation d'un chemin, d'une route dans la forêt à suivre et à parcourir pour traverser les civilisations et pouvoir voir au travers de cela les différents objets. À propos des vitrines, pouvez-vous nous expliquer le choix pour la plupart des vitrines d'une transparence totale ? Cela tient-il à une problématique d'agencement de la salle, de visibilité, un jeu de lumière ? C'est à la fois une visibilité, un jeu de lumière, ça permet qu'il n'y ait pas d'écran. Donc en fait, la lumière passe à travers les vitrines et ça permet aussi de superposer les objets en ayant une vision assez profonde. Donc c'est vraiment une volonté de visibilité. La scénographie, et notamment l'organisation des vitrines, permet une interaction nouvelle avec les objets. Leur transparence réduit tant la distance physique que psychologique présente entre l'observateur et l'objet. Cela permet de le présenter dans la plus grande pureté et de laisser libre cours à l'interprétation. Un objet en soi ne raconte rien, il n'est qu'une image, mais mis dans un contexte, placé de manière à le rendre vivant, il procure des émotions et stimule l'imaginaire. Pari réussi pour le scénographe, il transmet une parole, une idée, une vision du monde. Le musée montre les objets du point de vue des populations extra-européennes. Il s'agit de présenter l'autre sous son propre point de vue. Cette opération crée une perte de repère chez le visiteur qui se sent perdu, évoluant au sein d'un environnement inconnu. Progressivement, il se délaisse de ses prénotions et intègre une nouvelle connaissance de l'autre. Les mezzanines sont dédiées à des expositions contemporaines et éphémères. C'est là toute la force du musée. Il ouvre à un apprentissage pluriel et se réinvente chaque jour. Le visiter, c'est mieux comprendre, par l'interaction avec l'espace, la société dans laquelle nous évoluons. Le visiteur entre dans un processus de socialisation, il est actif hors du musée et reproduit ce comportement intuitif. La scénographie de l'exposition permanente du musée du Quai Branly dévoile aux visiteurs une autre méthode d'acquisition de savoir. Elle prend en compte tous les sens de ces derniers, en jouant sur les éclairages, les bruitages ou encore les effets d'optique. Les individus sont projetés dans un monde tribal et mystérieux dont ils acquièrent progressivement une certaine connaissance. C'est précisément cette dernière qui joue le rôle de tiers dans les processus d'apprentissage des individus. De fait, et pour la majorité d'entre eux, cette distanciation leur permet de renouveler leur regard sur l'inconnu.